Avec le retour de Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Damien. On commence par Elisabeth Borne qui a donc présenté hier son programme pour les 100 prochains jours de l'exécutif et notamment faire de la lutte contre l'inflation une priorité. On aura une estimation de l'évolution des prix à la consommation du mois d'avril demain à la même heure, j'en parlerai ici. Ce matin, Elisabeth Borne était l'invitée de nos confrères de France 2 et durant cette longue interview, elle a répété ce que le ministre de l'économie dit déjà depuis des semaines. Elle souhaite des baisses concrètes des prix de l'alimentation et ce, dès la fin du mois de juin. On l'écoute. Il faut vraiment que chacun prenne ses responsabilités. L'État l'a fait, le gouvernement l'a fait sur l'énergie. Oui. La grande distribution l'a fait avec le trimestre anti-inflation. On attend que dans les prochaines semaines, ces négociations se rouvrent entre les industriels et la grande distribution pour effectivement répercuter ces baisses des matières premières. Il faut que ça se voit quand dans les rayons des supermarchés? Mais moi, je souhaite que ça se voit dès que possible, d'ici la fin du mois de juin, qu'on puisse avoir des baisses concrètes, tangibles pour les Français. Voilà, et c'est dans ce contexte d'inflation que l'ONG Oxfam publie ce matin un rapport sur les inégalités salariales en France. Des inégalités qui, en 10 ans, entre 2011 et 2021, ont beaucoup augmenté. Oxfam s'est penché sur les 100 plus grandes entreprises cotées en bourse ici en France. Et selon elle, en 10 ans, l'écart de rémunération entre le salaire moyen et le salaire des dirigeants est passé de 64 à 97. L'ONG pointe notamment le cas du patron le mieux payé de France, le PDG de Stellantis, Carlos Tavares, 66 millions d'euros par an. Pardon ? Oui, et surtout, regardez, en 3h22, selon l'ONG, il gagne autant que le salaire annuel moyen des salariés de son entreprise. C'est 1139 fois plus. Ça leur fera plaisir. Stellantis qui propose un départ volontaire d'ailleurs à ses salariés aux États-Unis et au Canada. Le plan sera proposé à 33 500 salariés aux États-Unis. Les détails pour le Canada ne seront donnés que la semaine prochaine. L'action Stellantis, en attendant, elle est dans le rouge ce matin, tout comme un grand nombre d'actions d'entreprises françaises. Un certain nombre d'ailleurs, Pernod Ricard, Sanofi, etc., publient des résultats qui ne sont pas franchement très encourageants. Et c'est le cas notamment de Total Energy qui publie ce matin un résultat trimestriel avec un bénéfice en net repli par rapport au record de l'année dernière en raison de la baisse des prix du gaz et du pétrole. On ne l'aura pas forcément remarqué à la pompe, mais c'est le cas sur les marchés. De manière générale, les marchés sont orientés à la baisse ce matin, avec une inquiétude toujours du côté des États-Unis sur la santé des banques. Vous le voyez, le CAC 40 recule de 0,17%, c'est moins 0,46% pour le DAX à Francfort. Je reste sur le salaire de Carlos Tavares, 66 millions d'euros par an, de quoi racheter peut-être le Stade de France. L'avenir du Stade de France, il est en question en ce moment. L'État propriétaire réfléchit à plusieurs options, dont un éventuel rachat. Oui, alors tout à l'heure, à 6h du matin, on avait cet exclu, Pauline et moi, qu'on allait peut-être racheter ce stade parce que je m'étais trompé sur le montant, que ça devait être très intéressant. Le patron de Stellantis n'est pas candidat au rachat du Stade de France. Ce stade, inauguré en 1998 pour la Coupe du Monde de football, appartient effectivement à l'État, mais dès le début de la construction en 1995, une concession avait été confiée à deux géants du BTP français, Vinci d'une part, Bouygues Construction d'autre part, concession pour 30 ans et qui arrive à terme d'ici 2 ans. Bercy réfléchit donc à la suite. Faut-il renouveler cette concession et peut-être avec Vinci et Bouygues ou tout simplement vendre le stade estimé officiellement en 2021 à 647 millions d'euros. En attendant de trancher, Bercy lance une manifestation d'intérêt et les candidats ont jusqu'à aujourd'hui midi pour se faire connaître. La décision, elle ne sera prise que l'année prochaine avant une attribution définitive en 2025. Voilà, parmi les candidats, il n'y a pas le Paris Football Club, mais il y a le Paris Saint-Germain par contre. Il y a le Paris Saint-Germain. Si Vinci et Bouygues pourraient chercher à renouveler la concession, le PSG devrait être le seul candidat à un rachat. Il déposera bien un dossier aujourd'hui à midi. On avait le suspense jusqu'il y a peu, car lui aussi réfléchit à l'avenir de son stade et il veut se laisser plusieurs options. Aujourd'hui, et depuis sa création, et depuis 1974, le PSG joue au Parc des Princes et idéalement, il aimerait y rester. Mais pour cela, il doit engager d'importants travaux de rénovation et d'agrandissement, passer de 47 000 à 58 000 places, des travaux évalués à 500
millions d'euros. Le club souhaite pour cela racheter à la mairie de Paris le Parc des Princes, qui en est le propriétaire. Il avait proposé une somme de 38 millions d'euros, somme jugée ridicule par la maire de Paris, Anne Hidalgo, au micro de nos confrères de RFI ce matin. Anne Hidalgo pense toutefois que le PSG restera au Parc des Princes sans le racheter. On l'écoute. Je pense qu'ils ne partiront pas. D'abord parce que les mêmes règles que j'évoque, qui sont celles de l'état de droit dans lequel nous sommes, s'appliquent aussi à l'État. Et que c'est très compliqué de céder un stade, même si le président de la République a ouvert cette possibilité. Donc que le processus dans lequel s'est engagé le club pour acquérir le Stade de France aille à son terme, je pense qu'on n'est pas au bout du terme. C'est un coup de bluff, vous pensez ? Il y a peut-être un peu de bluff, en tous les cas, ou peut-être de l'incompréhension de ce que sont nos règles démocratiques. Oui, un stade, ça n'appartient pas à la maire de Paris, un titu personné. Merci Christophe Dansette. On passe à la revue de presse.